Merci de votre fidélité pour ce 14e forum des entrepreneurs qui va traiter et qui a traité déjà ce matin du thème du courage. Est-ce qu'il nous faut du courage? Est-ce qu'on en a? Et le courage, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert aussi à organiser tout ça. Et on voudrait remercier très chaleureusement l'équipe de Kedge Business School qui nous reçoit. Vous pouvez les applaudir parce que c'est un gros travail. Et je vais appeler tout de suite le président de Kedge Business School, monsieur Alain Pierson, qui est président de Kedge Business School et aussi président d'AJP. Monsieur François Pierson. Monsieur Pierson, est-ce que ici vous enseignez à vos étudiants le courage, au moins le courage de diriger, parce que c'était un des thèmes de nos débats aujourd'hui? Juste une petite chose, Thierry, avant, il faut choisir entre Alain et François. Ah bon, c'est Alain François si vous voulez. on va regarder François. Hein. D'accord. Voilà. Non, mais ça m'est égal, mais bon, voilà. Enfin, c'est mieux qu'on s'est dit, quoi. Voilà. Donc, avant de répondre à la question, je souhaite faire et dire pourquoi je suis venu là. C'est d'abord pour vous souhaiter la bienvenue à Kedge. Je sais que vous êtes là depuis ce matin, mais enfin, il est encore temps de vous souhaiter la bienvenue. Il est temps de souhaiter la bienvenue aux personnalités qui vont participer à votre débat tout à l'heure, aux personnalités qui font honneur à cette réunion. Et puis vous dire que c'est pour l'école, pour ces étudiants, un certain nombre d'entre eux sont là, c'est une ouverture en fanfare de l'année. À chaque année, quand on reçoit tous les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle, c'est très bien, on est une école de management, et fréquenter les chefs d'entreprise, c'est une excellente opportunité pour nous. Alors, il m'a posé une question, là, comme ça, instantanée. Vous avez dit beaucoup de choses ce matin, pertinentes, intelligentes. Je ne voudrais pas, affaiblir le débat. Évidemment que le courage, ça s'apprend, me semble-t-il, c'est pas inné. On n'est pas obligé de rester trouillard toute sa vie. Maintenant, est-ce que ça s'apprend à l'université? Dans les amphis, je crois pas. Est-ce que ça s'apprend dans des cours théoriques? Je crois pas. Voilà. Mais ça s'éduque. Et puis moi, je suis un assureur. Et en fait, le courage de l'assurance, c'est d'accepter de prendre des risques. C'est le métier, donc ça s'apprend quand même. Et puis, voilà. Alors cette école, elle est en train de, si j'ose dire, d'exploser tous les palmarès, parce que vous faites souvent l'actualité, vous faites l'actualité aussi avec, si j'ose dire, vos compères de Bordeaux. Je crois que ça devient une des écoles les plus importantes de France, en tout cas avec le nombre d'étudiants le plus important en France, d'après ce que j'ai compris. Bien, merci de me remettre sur des terrains plus connus pour moi. C'est effectivement, chaque année, on vous dit un peu où en est l'école. Alors cette année, on a plusieurs choses à dire, mais très rapidement, parce qu'on ne va pas accaparer le micro, je ne vais pas le faire. La première chose, c'est que les chiffres, ça va bien. On va faire une très belle rentrée. On va avoir 3800 étudiants à peu près qui vont emprunter, venir sur Kedge pour la première fois. C'est un chiffre très important. C'est le chiffre le plus important qu'on ait jamais eu dans l'histoire de notre école. Il faut se rappeler que Romed, il y a 5 ans, ça faisait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors évidemment, c'est de la croissance externe, mais il y a aussi de la croissance interne. Et donc, les chiffres vont bien. Voilà. Dans ces moments difficiles, on tire bien notre épingle du jeu. Alors, Kedge, pardon, c'est Bordeaux, Marseille et Toulon. Voilà, c'est trois campus. Vous en avez en Chine, il paraît aussi. Alors, la deuxième chose... voilà, comment ça va? La deuxième chose, on a aussi des nouveautés, c'est-à-dire qu'on a un nouveau dirigeant qui est là, qui s'appelle... il est là, Thomas Fröhlicher. On peut l'applaudir, Thomas. Voilà. On pourra peut-être même lui dire de venir pour que tout le monde voit... Alors, ils l'ont vu ce matin déjà, on le voit, regardez, les caméras vont se mettre sur lui. Je ne veux pas que tu viennes. Voilà. Bon, donc on a un nouveau dirigeant, donc Thomas Fröhlicher, qui était le dirigeant de l'école de management de Liège. Donc il a vraiment beaucoup travaillé en Belgique, puis il a dirigé des écoles françaises aussi, etc. Il a un fort profil international. Bon, il remplace Bernard Beltante. On n'oublie pas
ce qu'on doit à Bernard Bonneton. Et ça fait longtemps qu'il a assisté pendant très longtemps à ces amphis. Et moi, d'ici, je lui transmets un amical souvenir. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir de cette école, pour nous, on veut continuer dans notre marche en avant. Hein, et notre marche en avant, c'est ce que vous avez dit, c'est à l'international. À Shanghai, on a 1000 étudiants. Le projet qu'on a, et d'ailleurs un peu porté qui sera porté par Thomas Fröhlicher, le projet qu'on a, c'est qu'à Shanghai, on voudrait créer le même campus qu'ici. Alors ici, il y a 4000, 5000 étudiants. Vous voyez. Et puis après, vous nous invitez pour faire le forum 2015 à Shanghai, ouais, ça c'est un de nos projets. Ah, bon. C'est un de nos projets, un des projets des 3 axes stratégiques. Le deuxième, c'est on navigue dans le classement des écoles de management entre la 7e et la 10e place. On aimerait bien être fermement installé dans la 5e place. Voilà. Donc c'est pas rien, ça c'est français. Et au point de vue européen, on aimerait bien s'installer. On navigue entre la 25e, 30e, ça dépend des jours et des classements plutôt, de différents supports. Et la 41e place, on aimerait bien s'installer aussi dans la 15e place. C'est pas si simple que ça. Puis la dernière chose de notre plan stratégique, enfin la dernière, il y en a encore beaucoup et je pense que le temps passe, donc je vais pas la citer. Hein. Merci à vous, puis on souhaite bon courage à cette école, et elle en a beaucoup, on le sait. Merci à vous. François Pierson. Je ne suis pas trompé, excusez-moi. Alors, du courage. Effectivement, toute la matinée, vous avez débattu sur ces sujets. On va essayer, non pas de synthétiser, mais de vous proposer un florilège de gens. Alors, ça ne va pas être le concours du courage, hein, du plus courageux, mais vous allez voir, je crois qu'il y a des témoignages qui vont certainement vous parler. On accueille tout de suite nos intervenants de cet après-midi, en commençant par Madame Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, elle est philosophe, elle enseigne à Sciences Po, elle enseigne à Polytechnique, elle enseigne aussi à l'Université américaine de Paris, elle est psychanalyste et elle est membre du comité national d'éthique. On accueille ensuite Virginie Télène. Virginie Télène, vous la connaissez surtout sous le nom de Frigide Barjot. Et elle a été le porte-parole de la Manif pour tous. Il est député des Pyrénées. Son combat, vous l'avez aussi connu, il a traversé la France à pied, 8000 km. Il a aussi fait une grève de la faim. C'est monsieur Jean Lassalle que je vous demande d'applaudir. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis présidente de l'Avenir pour tous. On allait le dire tout à l'heure. Merci, merci Virginie. Merci. Merci. On dit de lui qu'il a été probablement un des procureurs de la République, un des magistrats les plus intransigeants. Il a écrit un livre qui s'appelle Le devoir de déplaire. C'est monsieur Éric de Montgolfier. Magistrat incorruptible. Et puis lui aussi, vous le connaissez, il a créé l'événement du jeudi, il a créé Marianne. C'est un journaliste, il est écrivain. Je vous conseille son dernier livre, Marine Le Pen vous dit merci. C'est monsieur Jean-François Kahn. Alors je disais tout à l'heure, on ne va pas faire le concours des plus courageux, mais il y a quand même quelques témoignages qui sont intéressants. Je voudrais qu'on commence, monsieur Kahn, je vous en prie, avec monsieur Jean Lassalle. Monsieur Jean Lassalle, vous avez été maire d'une petite commune de la vallée de l'Aspe, je crois, à 21 ans. Vous venez d'une famille de bergers, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques. Votre action d'éclat, vous l'avez commencé au sein de l'Assemblée nationale, puisque on se souvient du chant que vous avez entonné, c'était l'hymne basque. Mais ça, si j'ose dire, c'était les hors-d'œuvre. On a commencé surtout à entendre parler de vous quand vous vous êtes opposé à la délocalisation d'une entreprise. Alors elle n'allait pas bien loin, je crois qu'elle allait dans la commune voisine, hein. Elle partait pas dans des pays émergents, hein. C'était à quelques dizaines de kilomètres, je crois. Voilà, vous avez fait une grève de la faim, mais une vraie grève de la faim. Vous avez perdu 21 kilos, vous avez été hospitalisé. Il a fait mieux avant, il a chanté à l'Assemblée. En micro. Oui, il avait chanté à l'Assemblée, j'ai dit l'hymne basque. Un micro pour parler. Et puis, comme ça tout le monde profite, quoi, je veux dire. Et puis ce combat-là a ému énormément à l'époque Jacques Chirac, Dominique de Villepin et puis
un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Et ils sont intervenus auprès de l'entreprise qui a finalement renoncé à cette délocalisation. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ce combat, parce que vous êtes un homme politique un peu... On fustige beaucoup les hommes politiques aujourd'hui sur leur manque de courage. Est-ce qu'il faut payer de sa personne à ce point-là, Jean Lassalle, pour effectivement faire aboutir ses idées, faire aboutir ses convictions? On ne peut pas dire, des fois on dit qu'il faut que les hommes politiques ne soient pas courageux pour faire une longue carrière. Ça fait quand même quelques décennies que vous êtes politique. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'effectivement les politiques ont besoin de courage et qu'ils auraient besoin de payer un peu plus de leur personne? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans ce combat qui était un combat dangereux physiquement pour vous? Bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir d'abord et du thème choisi, le courage. On parle tellement aujourd'hui de résignation, de peur, que parler de courage. Je trouvais ça très rafraîchissant quand vous m'avez invité. Je regrette de vous avoir enquiquiné autant en ne vous répondant qu'hier. Mais pas du tout, voilà. Monsieur de Montgolfier. On réglera ça après, c'est pas un problème. Je voulais saluer mon collègue, parce que j'ai la chance de débuter. Mon collègue, c'est un ministre qui est au premier rang, ici à Marseille. Bravo Marseille, c'est la cité merveilleuse qui fait rêver le monde entier. Et on devrait d'ailleurs s'en occuper davantage, et de la Méditerranée, parce que c'est, à mon avis, notre véritable ventre. C'est là que nous sommes nés. Nous faisons trop d'est-ouest aujourd'hui, et pas assez la Méditerranée. Voilà, enfin, c'est une affaire comme ça, au passage. Alors, courageux. Je n'ai jamais eu vraiment l'idée que j'avais du courage. Par contre, j'ai admiré un homme qui était courageux. C'est mon père. C'est d'ailleurs le seul homme que j'ai admiré. Il était berger, comme on est berger de père en fils et vice-versa, comme on est marin. Et là, on est soumis aux éléments les plus beaux de la nature, quand il fait beau, sur une mer d'huile, ou dans une montagne, vous ne voyez que calcaire et azur, vous croyez que vous êtes éternel, et demi-heure après, la foudre, ça va sur vous, et c'est la mort. Si vous ne l'avez pas prévu, c'est atroce. Et mon père était un homme aimant, et il y avait une joie dans son regard quand il m'a annoncé qu'au fond, il m'avait élaboré le soir de son mariage, sur le pied de la cabane, à 2200 mètres d'altitude, et il était tellement pressé de me faire avec ma mère qu'ils n'avaient pas eu le temps de rentrer dans le cabanon en montagne. Il me fait en plein air, en terre d'Aragon, en terre d'Espagne, pour que j'ai ce sentiment de liberté, et me disait-il, la liberté donne le courage. Jean Lassalle. Voilà. Après, je n'avais aucune envie de chanter à l'Assemblée, et j'en ai été terrorisé pendant 6 mois, et j'en ai fait des cauchemars. Mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que c'était Sarkozy qui était ministre intérieur, le même qui m'a donné d'ailleurs un très grand coup de main après coup, mais pas sur le moment, parce que je m'étais beaucoup impliqué dans une affaire qui est devenue une affaire d'État, la construction du tunnel du Somport et l'aménagement de la route dans les Pyrénées, et l'État s'est fait porter pâle au moment d'assumer. Il y a eu plusieurs changements de gouvernement. Au lieu d'assumer, Sarkozy n'était pas pour grand-chose à la vérité, sauf qu'il m'avait dit que moi je vais t'arranger ça, il n'avait rien arrangé du tout. Et un jour, j'ai eu envie de me lever au moment où il parlait, et je lui ai coupé le sifflet. Il m'a récompensé sur le coup, mais je l'ai fait. Et ensuite, à la grève de la faim, depuis 15 ans, je voyais des copains un peu partout qui me disaient « je suis foutu ». Pourquoi t'es foutu? Ma femme a foutu le camp, mes enfants aussi, et pourquoi? Et j'ai perdu le boulot, une délocalisation en Allemagne, en Suisse, etc. Et puis c'est arrivé chez moi. Alors effectivement, elle ne faisait que 70 km, mais elle maintenait une vallée de montagne en vie. C'était la seule entreprise qui restait, 160 personnes, et j'avais été chercher moi-même l'entrepreneur au Japon, avec un billet que j'avais emprunté d'avion. C'est une société qui fabriquait de l'aluminium, en tout cas, qui fabriquait de l'aluminium. Ce qui est étonnant dans votre combat, Monsieur Lassalle, c'est que vous ayez été obligé d'ailleurs de recourir à ces extrémités, de faire une grève de la faim, et donc d'attirer l'attention des médias, de donner une émotion terrible à votre combat. Ça voulait dire qu'en tant que député, en tant que donc élu de la nation, vous n'aviez pas, si j'ose dire, d'autres moyens que vous donnez la démocratie pour agir.
dire, fallait faire une grève de la faim, c'est-à-dire qu'on voit souvent d'ailleurs des citoyens, enfin souvent, régulièrement des citoyens qui font des grèves de la faim, mais je crois que les députés qui font des grèves de la faim, il y en a quand même pas beaucoup. Comment on arrive à cette extrémité-là? Très douloureusement, après un débat interne très violent, après 15 ans de diplomatie d'abord, pour essayer de trouver une solution avec Thierry Desmarais, qui était le patron de Total, qui a honteusement, tant pis je suis ça déplaît, mais qui est venu prendre le bassin de Lac alors qu'il était presque fini. Il a récupéré toutes les concessions pétrolières qu'avait aggloméré Elf de manière un peu pittoresque, vous le savez, mais quand même qui fait que la France peut parler pétrole dans le monde entier. Et comme il ne faisait pas la reconversion, il reprenait les entreprises dans un rayon de 200 km. Et j'avais dit à Thierry Desmarais, c'est dégueulasse, mais si tu touches à celle-là, tu le pleureras en larmes de sang. Je ne savais pas trop quoi faire quand même. 15 ans de discussion, et puis le préfet, tout le monde, comme dans le procès Outreau, allait dans le même sens, il faut aller là-bas. Voilà. Et puis, je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai engagé cette grève de la faim après avoir été torturé. À vos risques et périls, parce que on vous a hospitalisé un peu à la limite, si ma mémoire est bonne. Oui, mais j'aurais pu tenir quand même un peu plus. C'est parce que l'accord a été fait à ce moment-là. Jusqu'à 25 kilos. Alors, autre, on va dire, outil, non pas médiatique, mais outil d'expression que vous avez utilisé encore très récemment, c'est cette marche que vous avez fait, 8000 km à pied dans toute la France. Vous avez rencontré des milliers de Français. Vous avez sorti un livre, je crois, qui s'appelle « À la rencontre des Français ». Là aussi, c'était une espèce de... On a le sentiment chez vous d'une espèce de quête initiatique. C'est pas des outils habituels pour un député alors d'aller rencontrer la population, certes, mais de faire 8000 km à pied, je crois que présent, ça s'était pas vu. Ils sont dans quel état, les Français, monsieur Lassalle? Ils sont dans l'état dans lequel vous les rencontrez tous les jours, je pense, puisque nous rencontrons, je pense, les mêmes. Ils vont pas bien du tout, moi j'ai pu le constater. À vrai dire, je n'avais aucune envie de faire cette marche. Il y a 35 ans que je n'avais pas marché. Je vais marcher quand j'étais jeune, je vais jouer au rugby. Mais là... Bah aussi berger, quand même, un berger ça marche. Oui, mais là, vous savez, à l'Assemblée nationale, hein, on fait quelques matchs, mais enfin... Dominique, on ne marche pas beaucoup. Marcher tant que ça. Ça ne marche pas beaucoup, l'Assemblée nationale. Mais quand j'y suis rentré, voyez-vous, sur le Vail, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je m'étais beaucoup... pourtant, il y a longtemps que je suis dans la politique, mais idéalisé ce que nous pouvions faire. Ensuite, je me suis rendu compte que dans le changement de monde que nous vivons depuis 25 ou 30 ans, nous ne sommes que des fétus de paille. Nous sommes emportés, alors qu'on peut appeler ça comme on veut, par la finance et la technocratie. Notre marge de manœuvre est proche de zéro. Et quand j'ai vu cela, et que je voyais mes copains me dire « mais j'espère que tu travailles à Paris pour relancer notre industrie, l'agriculture qui se meurt, nos villages qui sont foutus, les banlieues qui brûlent, etc. » Et que je voyais ce à quoi on était confrontés, c'est-à-dire des détails, après une campagne électorale où il y avait eu beaucoup de promesses, et que 15 jours après, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'état de grâce, pacte européen, et ensuite la rentrée avec les dossiers, celui dont tu as beaucoup parlé, sur le mariage, et derrière la suppression des cantons ruraux, qui nous ont pris 6 mois. Je me suis dit, mais quel décalage entre ce que pensent nos concitoyens et ce que nous faisons. Et je n'ai pas pu assumer, j'ai passé 3 mois sans dormir à cause de cette histoire, parce que je ne voulais pas le faire. Je me suis dit, tu vas passer pour un Il y a un décalage, selon vous, entre la France et les Français et ses élites? C'est ça que vous nous dites? Ces élites politiques, ces élites intellectuelles? C'est hélas plus qu'un décalage à notre égard. Il faut voir. Le député, pris séparément dans sa circonscription, on l'apprécie. On est content de le voir. Mais alors, les députés dans l'ensemble, et tout le reste aussi. Et les médias, excusez-moi, messieurs les journalistes, vous n'êtes pas mieux traités. Et la justice, elle morfle aussi terriblement. D'une manière générale, c'est tout ce qui fonde, comment je dirais, le lien du vivre ensemble, qui est aujourd'hui gravement mis en cause, parce que c'est un peuple, la France, c'est un peuple qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne, et des forces aujourd'hui qu'on pourra difficilement arrêter, sont déjà en route, sans qu'elle le sache elle-même, vers des lendemains qui sont dangereux. Donc j'ai pensé qu'il était minuit moins 10, j'ai 4 enfants, je les voyais heureux, et je voyais que moi, fils de député, je ne leur donnerai pas le destin que mon père, berger, avait donné à ses 4 enfants, et je me suis dit, tu ne peux pas te taire, ou alors fous le temps en Afrique du Sud, ou en Amérique du Sud, tu démissionnes, et sois propre. Et j'avais aucune envie de marcher, je suis parti à reculons.
Et je l'ai fait, j'ai rencontré un peuple extraordinaire, en même temps que le frère Jean-François qui est ici. J'avais peur qu'il dise le contraire de ce que je voyais. Il a dit encore au moins pire. Et on aura l'occasion d'y revenir. Ça a été un formidable moment, parce que le peuple français, c'est quand même le peuple français. La France, c'est la France de gros problèmes. Aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute plus du tout. On impose, on passe, on décide. Plus personne n'y connaît rien et n'y comprend rien. Et j'ai voulu, à ma manière, comme le faisaient ces hommes qui, dans l'Antiquité, se levaient, sans savoir juste pourquoi ni à quoi ça servirait, poser l'acte d'un député élu de la nation. Jean Lassalle, merci.